Bien, merci à Monica et Hélène de l'organisation qu'on leur doit, et à la SHF et tous les organismes, y compris le CRIMIC, qui permettent la tenue de cette journée. Donc je vais revenir à l'Inspector un petit peu en croisant mes routes ou ma route avec celles qui ont été ouvertes par Brigitte Thierrion et Sandra Simpson. Mais en fait, bon, je voudrais déjà dire deux petites choses très rapides. La première, c'est que parler d'Inspector cette année, c'est pas seulement répondre au programme des options d'agrégation espagnole, mais c'est aussi participer au centenaire de Clarice Lispector. Centenaire puisqu'elle aurait 100 ans. Elle est née en 1920. Et je le dis parce que ces informations biographiques sont sujettes à beaucoup de flottements, sur Internet notamment, et je renvoie, dans la mesure du possible, au travail pionnier et essentiel fait sur la biographie de l'Inspector par la brésilienne Nadia Gottlieb, à qui doivent beaucoup tous les travaux qui ont suivi en la matière. La deuxième chose, juste un petit préambule. Clarice Lispector, pour ceux et celles qui la fréquentent, un texte extraordinaire, merveilleux. C'est un texte fragile. C'est de la dentelle. Il faut y aller avec précaution et écouter le texte. Pas trop se précipiter sur la bibliographie secondaire, dit en direction des agrégatifs. Alors, moi je voudrais partir d'une question un petit peu simple et presque bateau, mais quand même, qui me semble se poser quand on parle de ce recueil, Laços de famille, les liens de famille. Est-ce qu'on doit dire recueil de contes ou recueil de nouvelles? Évidemment, en portugais, c'est conte. Mais il n'est pas dit qu'en français, on doive immédiatement adopter le terme conte. Et donc, je voudrais partir de cette indécision. Cette indécision qui soulève une double difficulté, en fait. Une difficulté de traduction qui renvoie, qui ajoute, en fait, qui met en parallèle des systèmes de classement différents au Brésil, en Amérique latine et en France. Au Brésil, la question ne se pose pas, compte, c'est compte. Voilà. Il n'y a pas de flottement. Ce flottement, il est introduit par la nécessité que vous aurez, agrégatif, à employer un terme ici français, et pas seulement le terme portugais. Alors, c'est un sujet très amplement traité, et je ne vais pas ici prétendre revenir sur tous les aspects de la discussion, en particulier par rapport au domaine latino-américain, de cette question du conte et de la nouvelle. Mais je voudrais tirer ce petit fil pour soulever un certain nombre de questions. Donc, mon objectif n'est pas du tout d'établir une orthodoxie et de dire voilà, il faut dire ceci ou cela, mais de partir de cette ambivalence. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre
du côté de l'argument contre. Ben, c'est intéressant en fait de lire ce recueil avec cette question parce que on peut se dire que, par exemple, Umagaligne, dont a parlé Brigitte Yerrian, a beaucoup d'éléments du conte de fées, du conte merveilleux. Pas le temps d'argumenter en détail, mais je donnerai 2 indices. Le moment où elle pond l'œuf et qui la protège, la transforme, c'est plus une poule, c'est une mère, et donc lui fait échapper temporairement à la casserole, eh bien, c'est un moment magique. Tout est fait magique, inattendu, comme dans les contes. Merveilleux. Et qui l'a fait se transformer, c'est le texte qui le dit, en reine de la maison. Bon, j'aurais d'autres arguments encore plus convaincants, mais voilà 2 indices. Conte, c'est aussi, justement, la plus petite femme du monde. Parce que la plus petite femme du monde, c'est un conte philosophique, d'une certaine façon. C'est un conte philosophique à la Voltaire, à la Swift, dans la mesure où il joue sur des effets d'échelle, les gens de taille normale et puis cette toute petite femme, donc Gulliver, Microméga, mais aussi par le basculement au sein du récit entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe dans une ville qu'on peut supposer être Rio, mais ça n'est pas précisé, à partir de la publication dans les journaux de cette découverte. Là, on a des effets de regard étrangers, inversés. C'est le contraire en fait de ce qui se passe dans Candide ou les lettres persanes, dans la mesure où ce n'est pas le local vu par des étrangers, mais c'est l'étranger vu par le local. Et tout ce qu'il peut y avoir de décapant, de renversant dans cette logique. Alors, philosophique, on pourrait aussi penser à une référence qui est celle de Sartre. Dans les passages qu'a lu Sandra Sonson de Amour, on a entendu parler de nausée. C'est intéressant. Ce terme, en fait, il revient soit nausée, soit l'adjectif nauséant, 6 fois dans le recueil. En fait, dans 3 contes ou nouvelles, 2 fois. Mais là, ce qui est intéressant, et probablement au contraire de l'auteur catalane, Clarice Lispector a assimilé beaucoup de lectures et d'influences, mais ne fait jamais question de citer intentionnellement étalage ou travail, disons, volontaire d'intertextualité. C'est vraiment, elle a digéré ça et bon, d'une part, elle récuse toute référence quand on lui propose de mettre en relation son premier roman, le titre et Joyce. J'ai pas lu Joyce, etc., etc. Bon, voilà. Et puis, c'est vraiment une écriture qui a l'air, en tout cas, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais qui a l'air de sortir des tripes, en quelque sorte. Alors, cette nausée, Benedito Nunes, qui est un spécialiste aussi
autant de Clarice Lispector que de l'existentialisme français, fait bien la différence en disant, je cite, pour Clarice Lispector, la nausée s'empare de la liberté et la détruit. Donc, ce n'est pas un révélateur de la responsabilité de la nausée, c'est presque la démarche inverse. C'est un état exceptionnel et passager qui se transforme en voie d'accès à l'existence immémoriale de l'être sans nom, que les relations sociales, la culture et la pensée ne font que recouvrir. La citation de Benedetto Nunes va plus loin que la simple distinction de la nausée sartrienne et de la nausée chez Lispector, mais j'exploiterai ce dernier volet tout à l'heure. L'envers de l'existence humaine, illimitée, chaotique, orgique. Bon, voilà. Donc voilà du côté, disons, de ce qui pourrait plaider pour le conte. Du côté de la nouvelle, on a aussi pas mal d'arguments. Alors, la nouvelle, c'est une catégorie, un genre très discuté, très controversé, mais prenons quelques éléments. Le premier, sa brièveté évidemment, mais comme le conte, d'une certaine façon, est la concentration. Un des arguments qui est avancé, la tension narrative. Cette tension narrative, en fait, c'est pas tant la taille, la longueur du texte qui est importante ici, mais le changement de temporalité, en fait. On n'a pas la même temporalité que, par exemple, dans un roman et dans les contes, sans doute de façon très différente. Goethe parle à propos de la nouvelle de récits qui rapportent un événement inouï. On a le terme événement. Et c'est quelque chose, justement, sur lequel vont revenir Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, dans un texte assez connu, sur 3 nouvelles, et où ils disent ceci, quasiment en ouverture: l'essence de la nouvelle comme genre littéraire n'est pas très difficile à déterminer. Il y a nouvelle lorsque tout est organisé autour de la question: qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le conte est le contraire de la nouvelle parce qu'il tient le lecteur haletant sous une toute autre question. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours quelque chose va arriver, va se passer. Alors, je ne dis pas qu'il faut souscrire à cette définition, mais elle nous fait entrer dans cette question, me semble-t-il, très importante dans la lecture des contes ou des nouvelles, à savoir le changement de paradigme temporel. On passe au moment en particulier de la crise existentielle qui revient, s'achève, surgit, enfin, il y a des rythmes très différents selon les histoires, mais en tout cas un passage du chronos, comme dit Deleuze dans Logique du sens, du chronos à l'aion. La nouvelle, c'est vraiment le texte, le récit autour de l'événement, ce qui fait événement. Et Deleuze distingue l'événement et l'accident. Les événements, je cite, dans Logique du sens, les événements sont des singularités idéales qui communiquent en un seul et même événement. Aussi ont-ils une vérité éternelle et leur temps n'est jamais le présent qui les effectue et les fait exister, mais l'aion illimité, l'infinitif où ils subsistent et insistent. Donc, en fait, on peut avoir le sentiment, et c'est aussi une façon d'approcher la nouvelle, que ces textes ont un ancrage relativement réaliste, hein, mais on voit que
à plusieurs moments dans l'histoire, en fait, et les textes de l'inspecteur ne sont jamais purs. J'ai parlé de contes philosophiques ou de contes de fées, c'est jamais purement un conte de fées ou un conte philosophique. Mais il y a cette tension entre un temps, disons, ordinaire et un temps tout à fait exceptionnel, qui est celui de l'événement. Deleuze ajoute, le mode de l'événement est le problématique. Les événements concernent exclusivement les problèmes et en définissent les conditions. Voilà ce que font, ce que soulèvent les textes, les récits, les nouvelles, disons, de Clarice Lispector dans Lien de famille. Alors, l'autre critère de définition, là encore toujours dans des grammaires très flottantes, ce serait le vrai. La nouvelle, ça raconte une histoire vraie, pas forcément qui s'est passée, mais qui s'oppose à une certaine écriture fictionnelle, mythologique. En fait, c'est ancré dans le contemporain, dans le présent. Alors ça aussi, c'est intéressant comme piste de lecture, parce que on a, de fait, à maintes reprises, des éléments d'ancrage réaliste. Donc, souvent, pas systématiquement, mais très souvent, sont précisés les quartiers où habitent les personnages. San Christophe, Tijuca, le centre de Rio, Copacabana, etc. Bon. Or, ces quartiers sont identifiés socialement. Donc, il y a, c'est très caractéristique, par exemple, dans une nouvelle qui s'appelle Feliz Anniversaire, Joyeux anniversaire, où on a la bru qui vient d'Olaria, c'est-à-dire la zone nord, très couche petite bourgeoisie très très modeste, hein, et celle qui vient d'Ipanema, donc là, grande bourgeoisie, en tout cas à l'époque où Clarisse publie ses contes en 60. Et ces deux brus ne se parlent pas, hein, et sont très tendues quand elles sont en présence. Donc, voilà, on a un ancrage avec des signes comme ça, et on a une question aussi très intéressante qui traverse l'un souci famille, qui est la question de la modernité. Le terme moderne apparaît deux fois dans la nouvelle qui s'appelle Os Laços de Família. J'insiste, il faut distinguer le recueil qui s'appelle Laços de Família de la nouvelle qui s'appelle Os Laços de Família. Bon. Donc deux fois, le terme moderne apparaît, et pour dire quoi? Pour parler notamment du rapport qu'établit le gendre avec sa belle-mère, où il l'appelle par son prénom. Ça, c'est très moderne, n'est-ce pas? Voilà, et ça ne plaît pas trop à la belle-mère d'ailleurs, mais c'est une autre affaire. Donc il y a dans ces nouvelles, en tension, des modèles de comportement, des modèles de société. Par exemple, dans L'imitation de la rose, L'imitation de la rose, Carlotte, qui a une amie, en fait, qui a une relation très sadique avec elle, mais bon, peu importe. Et cette amie, qui est aussi un modèle pour elle, mais qui a beaucoup d'influence, hein, à qui elle va finir par donner le bouquet de roses, là, va, en fait, traite plus ou moins d'égal à égal son mari, hein, ce qui n'est pas du tout le cas du couple Carlotte et Laura Armando. Vous avez aussi des modèles de silhouettes de femmes. Hein. Il y a la femme très charnue, c'est l'ancien modèle, disons, et puis dans les années 50, on voit, avec les pubs, etc., la femme svelte, hein, et c'est très caractéristique, par exemple, de la confrontation dans la première nouvelle, Devaneio Embriaguez du Mahaparig, où la femme, alors non seulement bien en chair, mais qui a des enfants,
hein, aperçoit à une autre table au restaurant une femme avec un chapeau, très élégante, maigre, etc., et dont elle pense qu'elle n'a pas d'enfant. Ça aussi, c'est des constructions très pertinentes, sont des valeurs, disons, au sens linguistique, au sein de ce recueil, entre les femmes qui ont eu des enfants, qui ont pu avoir des enfants, hein, celles qui n'en ont pas, qui ont choisi de ne pas en avoir, ou qui ne peuvent pas en avoir. Voilà. Bon. Donc tout ça fait partie de... Et puis évidemment, il y a des signes d'américanisation. On a évoqué l'aveugle qui mâche un chewing-gum. Hein, le chewing-gum, c'est typiquement un élément, disons, de l'American Way of Life. Mais on a aussi, ça éclate à plusieurs reprises dans la nouvelle très satirique, en fait, qui a un ton très satirique, pas uniquement, mais beaucoup fait les anniversaires, joyeux anniversaire, où la bonne s'appelle Dorothy, où on boit du Coca-Cola, où il y a une bande écrit Happy Birthday, et où la famille est en complète dissonance au moment de chanter, les uns chantant Os Parabéns et les autres Happy Birthday. Bon, voilà. Donc on a là un concentré de ces modèles en tension. Donc un ancrage d'une certaine façon réaliste. Mais aussi on a des éléments très lyriques, presque mythopoétiques. En fait, par exemple, la fin du buffle et donc du recueil, hein, c'est une fin extraordinaire. Parce que cette nouvelle, donc c'est une femme qui est très en colère parce que, en fait, un homme lui a refusé son amour, en quelque sorte. Hein. Elle dit, moi je t'aime pas. Et elle a besoin de cristalliser quelque part cette rage, cette haine qu'elle a en elle à la suite de ce refus, un petit peu comme l'aveugle qui, non intentionnellement, refuse de voir, entre guillemets, refuse évidemment, la femme dans l'amour. Donc elle va au zoo, hein, et on a un défilé comme ça d'animaux, jusqu'à arriver au buffle, où là, la crise va enfin pouvoir se nouer, se révéler. Hein. C'est d'abord elle qui repère le buffle, puis à un moment, le buffle finit par la regarder, s'approche d'elle, et elle, à ce moment-là, est prise dans un tourbillon de sentiments d'amour, de haine, etc. Et voici les dernières lignes, enfin les deux dernières phrases du texte. Piégée alors qu'elle glissait, envoûtée le long des barreaux, dans un vertige si lent qu'avant que le corps ne bascule doucement, la femme vit tout le ciel et un buffle. C'est-à-dire le buffle, qui était toujours le buffle, à la dernière phrase, au dernier moment, devient complètement étranger, au-dessus de sa tête, donc menaçant, et en même temps cette ouverture cosmique, puisque le corps basculant, elle n'est plus face à l'animal, mais sous l'animal, et avec cette vision, cette ouverture extraordinaire vers le ciel. Voilà. Et puis, évidemment, des moments fantastiques, hein, de nature très fantastique. Alors là, ça abonde dans le recueil. Hein. On l'a au jardin botanique ou jardin des plantes. Hein. Le deuxième temps, disons, de la crise dans l'amour, dont a parlé Sandra Soussan. Mais je vais citer ici un petit passage de la première nouvelle. Et comme elle avait fermé les yeux, donc c'est une Portugaise, hein, une femme portugaise, qui s'enivre, en fait. Hein.
Et comme elle avait fermé les yeux, tout s'était transformé en viande. Le pied du lit, viande. La fenêtre, viande. Sur la chaise, le costume que son mari avait jeté, viande. Et tout faisait presque mal. Et elle était toujours plus grande, chancelante, boursouflée, gigantesque. Donc on voit là les corps se transformer complètement, les matières se transformer en organique, en fait, et ça me permet d'arriver à ma dernière partie que je vais présenter très, très rapidement à cause de l'horaire. Mais d'une certaine façon, beaucoup d'éléments ont été évoqués par Sandra Simpson. Je les reprendrai un petit peu différemment, si vous voulez. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette crise des personnages, hein? En fait, ce sont des moments de désarticulation, hein, qu'on pourrait illustrer non pas avec une citation de la Sotifamille, mais avec une citation de La Passion selon GH. Je lis « J'ai perdu quelque chose », donc c'est le personnage dans ce roman qui parle, « j'ai perdu quelque chose qui m'était essentiel et qui n'est désormais plus à moi. Ce quelque chose ne m'est pas nécessaire, comme si j'avais perdu une troisième jambe qui, jusque-là, m'avait empêché de marcher, mais qui faisait de moi un trépied stable. » Donc c'est ça, les personnages, ils ont une apparence, hein, une organisation à peu près stable, des conventions, des normes, etc. Et puis tout à coup, tout se désorganise. Cette troisième jambe, je l'ai perdue, et je suis à nouveau une personne que je n'ai jamais été. J'ai à nouveau ce que je n'ai jamais eu, les deux jambes seulement. Je sais que ce n'est qu'avec les deux jambes que je peux marcher. Mais l'absence inutile de la troisième me manque et me fait peur. C'est elle qui faisait de moi quelque chose que je pouvais trouver par moi-même et sans même avoir besoin de me chercher. Donc voilà, si vous voulez, par un exemple extérieur, ce qui se passe chez ces personnages, d'une façon ou d'une autre. Ils ont, on démarre plus ou moins sur trois jambes, je dis plus ou moins parce que, par exemple, dans les Métasandes d'Arroise, on sait qu'il y a eu une première crise antérieure à l'histoire et on va assister progressivement à la rechute. Alors, très vite, quelles sont les manifestations, en fait? Quelque chose qu'a très bien analysé Judith Rosenbaum, donc j'invite à lire au moins quelques pages de ce livre, même s'il n'y a pas énormément de références à la Sotifamille, c'est-à-dire l'expérience du mal. L'expérience du mal dans tous les sens, on voit que cette crise, elle est toujours accompagnée de douleur, ou alors elle cherche à faire mal, ou on fait mal au personnage. Enfin, voilà. Je lis rapidement, et ce n'est toujours dans la première nouvelle, et ce n'était encore rien, Dieu seul le savait, elle savait très bien que ce n'était encore rien, qu'à ce moment-là, il lui arrivait des choses qui ne lui feraient vraiment mal que plus tard. Hein, donc on peut avoir une intervention du mal à différents moments, retardés, etc. Bon. Dans le buffle, par exemple, le premier instant fut douloureux. Donc, au moment où la crise vraiment se cristallise, comme si, pour que ce sang s'écoule, le sang ici c'est une image, hein, le monde s'était contracté, etc., etc. Donc, l'expérience du mal. Et ce qui est très important, et qui, me semble-t-il, aide aussi à comprendre la présence des animaux, l'expérience de la crise passe par une transition régressive. C'est-à-dire, on redevient enfant, on retourne vers l'archaïque, vers l'animal. On passe au physiologique, on l'a vu avec le sang, et avec le pulsionnel. Hein, on passe au pulsionnel, en fait. Alors, je vous donne un exemple. Dans Mystère
in San Cristóbal, le cavalier exsangue sous son masque, c'est au moment où les trois jeunes garçons croisent le regard d'une jeune fille à la fenêtre en près de lui, alors qu'ils sont entrés par réflexion dans un jardin. Donc, le cavalier, exsangue sous son masque, avait rajeuni jusqu'à retrouver l'enfance et son horreur. Donc, on a régression mâle. Et elle-même, à la fin, dans le dernier paragraphe, la jeune fille, peu à peu, a retrouvé son véritable âge. Donc, elle aussi avait été retournée vers l'enfance. Et puis, énormément de références métaphoriques, ou pas, ou métamorphiques à l'animal. Très rapidement, j'extrais comme ça dans la première nouvelle. Quand le mari s'approche au début de l'histoire, elle lui dit « Bon, viens pas à tourner autour de moi avec comme un vieux coq. » Bon, là encore, c'est une image, comme un vieux coq. Et puis, au restaurant, quand elle est avec son mari et l'homme d'affaires, c'est l'homme d'affaires qui adopte le cantar do galo, donc en fait, il la séduit comme un coq, comme chanterait un coq. Et puis, au moment où l'ivresse commence à s'emparer d'elle, elle se sent devenir mûre et ronde comme une grande vache. Plus loin, sa chair blanche était douce comme celle d'une langouste, les jambes, les pattes d'une langouste vivante qui bougeait lentement dans l'air. Et bon, il y a encore une référence à la langouste qui devient scorpion parce que c'est son signe astrologique. Et enfin, la dernière phrase de la nouvelle, c'est alors la grossièreté a explosé en elle en un soudain amour. Chienne, dit-elle en se mettant à rire. Et le chienne, on ne sait pas si ça s'applique à cette femme qu'elle a vue dans le restaurant où elle était jalouse, ou si c'est à elle. En tout cas, là, il n'y a plus de comparaison, il y a vraiment une fusion entre l'être homme et l'être animal. Donc on voit, et je conclus avec ça, et je conclus avec le titre de ma communication, on voit qu'en fait, ce qui se passe dans la manifestation de cette crise, c'est proprement la fin de la coupure objet-sujet. En fait, on a un monde qui est en perpétuelle transformation, en perpétuelle métamorphose, ouvert à tous les paradoxes possibles. À partir de ce moment-là, on en a vu au passage quelques-uns, et dans une logique, Sandra Assumpção l'a dit, très subjective, mais précisément parce que tout est subjectif. Il n'y a plus d'objet pur, comme on l'a vu pour le mobilier qui devenait chair, viande, etc. On est dans un monde qui est peut-être plus proche d'Ovide que de Lucrèce, et la nouvelle Mystère à San Cristóbal pourrait aussi faire appel à Ovide autour des différentes versions du mythe de la Jacinthe, qui est la fleur centrale de l'histoire, et fusion aussi entre l'histoire, les personnages et le narrateur. C'est du moins comme ça qu'on peut, me semble-t-il, comprendre le pastiche
de la première nouvelle du portugais du Portugal, où on parle d'une jeune femme portugaise et on a un récit complètement imprégné à la caricature des marques du portugais du Portugal, mais aussi, par exemple, dans L'imitation d'Arroise, où vous avez en fait ce personnage de l'art tout à fait obsessif, obsessionnel, je dirais psychiatriquement obsessionnel, et des récits, des marques dans le texte avec premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Donc vraiment une harmonie complète entre le dispositif narratif, reste à savoir si on doit dire narrateur ou narratrice, et l'intrigue, la diégèse et les personnages. Voilà, merci.